Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour le combien? Pour le 3 mai. Donc 3 mai, jour du chat mérisier. Chat mérisier, une espèce d'arbuste de la famille des caprifolacées. Cerisier des haies, camérisier des haies, voilà. Un arbuste à fleurs caduques. Très bien, les feuilles sont simples, avec des baies vomitives. Des baies vomitives. Bah Jack avec le bâton d'or c'était toxique hier, bah là on est sur des trucs vomitifs. Donc si vous voyez ça, vous ne mangez pas. Voilà. C'est pour votre bien, je dis ça. Parce que quand même, vomitif, ça c'est pas bien du tout hein, de vomir. Enfin, ça dépend, après, ça dépend ce que vous vomissez, parce que si vous vomissez, je sais pas, un aliment mortel, évidemment c'est bien, mais vous me comprenez quoi. Bataille de Stoka, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, bataille, c'est un truc de fou, il y a des armées, il y a des batailles françaises, mais tout le temps, mais oh là là. Donc une victoire française contre le Saint-Empire, hein, oui, parce qu'à l'époque, le Saint-Empire existait toujours, hein, c'était l'Allemagne. Donc c'était une unité de plein d'États, hein. Voilà. Donc qui a été détruite par Napoléon pour où il a créé la Confédération du Rhin. Fédération d'États satellites de l'Empire français, à la suite de sa victoire à Austerlitz. Donc en 16 États allemands, donc ça a été des solutions du Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique, on était sur plusieurs centaines d'États et Napoléon a simplifié ça en mettant 16 et ça a constitué en une simplification administrative de l'Allemagne qui conduira plus tard à l'unification allemande en 1871. Voilà, 35 États, 15 millions de sujets, voilà, stratégie significative à la France. Donc, donc le Saint-Empire romain germanique, donc qui est une entité très vieille, hein, regardez, voilà, qui a eu une vie plutôt compliquée, voilà, puis ensuite 1648, vous voyez, qui s'est réduit au fil du temps et qu'il était devenu de plus en plus faible pour être au final un tout petit truc à la fin. Donc on peut voir voilà un aigle bicéphale, c'est-à-dire qu'il a deux têtes. Donc quand ça peut avoir d'extension, Europe centrale, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse, ça c'est pas mal. L'époque moderne marque pour l'Empire la possibilité structurelle de mener des guerres offensives, d'étendre son pouvoir sur son territoire. D'ailleurs, sa principale mission, c'est la défense du droit et la conservation de la paix, la stabilité politique. Il offre une protection au sujet contre l'arbitre. Et à partir de 1648, donc 1648, c'est la défaite du Saint-Empire donc à la guerre de 30 ans, et donc il y a la conférence de Westphalie. Donc ça, c'est enfin, le traité de Westphalie, très important traité, qui en fait crée une énorme division en Allemagne. Des États voisins sont constitutionnellement intégrés comme États impériaux, puis alors sous fonction de paix, donc c'était plein de tout petits États qui n'étaient pas du tout unis comme la France. À partir du milieu du XVIIIe, l'Empire un peu plus protégé, seulement dans la Confédération. C'est une des causes de son effondrement. Les conquêtes napoléoniennes, la création de la Confédération du Rhin démontrent la faiblesse du Saint-Empire. Ah, l'empereur François Ier dépose sa couronne pour être plus qu'empereur d'Autriche. C'est bien aussi hein, d'être empereur d'Autriche, donc François Ier, voilà, qui fut donc d'abord empereur des Romains. Ah ouais, d'accord, donc le mec a pas mal de casquettes, hein. Président de la Confédération germanique, Confédération européenne existant, donc ça c'était Fédération européenne existant. D'accord, donc ça ouais, donc c'était l'Allemagne. Vous voyez, c'est plutôt compliqué, voilà. Et donc ensuite, voilà, donc on avait le royaume de Prusse et donc dedans on avait plein de petits États. Donc ça c'était après la Confédération du Rhin, la Confédération germanique, qui donne ensuite donc la Confédération de l'Allemagne du Nord en 1867. Voilà. Puis ensuite, on y intègre la Bavière, les petits États ici, plus l'Alsace-Lorraine, et on a l'Empire. Le beau, le grand, le magnifique empire allemand. Voilà, ultra puissant. Et voilà, puis ensuite, on a donc la République de Weimar, hein, qui reste quand même grande. Puis, bah, qu'est-ce qu'on a? On a le Troisième Reich, hein, donc ça, plutôt connu, hein, qui était très très grand. Enfin, voilà, c'était ça, plus invasion de l'Autriche, Anschluss. D'ailleurs, faut savoir que l'invasion de l'Autriche le 12 mars 1938, bah, c'était pas vraiment une invasion dans le sens où, enfin, c'était pas vraiment une annexion, un truc horrible en fait.
Les nazis c'était des connards, mais le fait d'envahir l'Autriche, c'était un truc que les Autrichiens à la base étaient totalement pour le fait de se faire envahir, enfin de faire une alliance avec les Allemands. C'est juste qu'ils étaient contre les nazis. Mais ils n'avaient pas tellement de problèmes à se faire envahir, hein, les Autrichiens. Voilà. Après, les autres, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, après, même, enfin, ça se faisait pas de faire ça quand même. Mais c'était pas non plus une annexion comme celle de la Belgique, par exemple, en 1914. Là, c'était vraiment un coup de pute. Donc voilà, et donc ensuite, après, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a donc, ouh là là, oui, moi j'adore ça en fait, parce que on a les entités anciennes, puis les nouvelles. Donc là, vous voyez que c'est compliqué, étant donné que c'est l'Allemagne nazie. Donc on a l'Allemagne occupée, donc voilà, avec quatre pays, avec quatre occupés par quatre pays, enfin même cinq si on compte la Pologne. Et donc c'est à partir de ce moment-là que l'Allemagne orientale a été découpée. Ouais, parce qu'aujourd'hui l'Allemagne c'est ça, mais ça n'a pas toujours été comme ça en fait. Hein. Elle est juste comme ça depuis 45, mais de 1870 à 45, elle était bien plus grande. C'était tout ça. D'ailleurs, ça explique pourquoi Berlin est si à l'est, parce qu'aujourd'hui on se dit ouais Berlin c'est quand même chelou, c'est à l'est, vous voyez. Alors que par exemple des villes comme Paris ou Londres sont déjà un peu plus centrées. Mais c'est que en fait avant l'Empire c'était ça. Donc, Berlin était déjà plus au centre. Voilà, il faut toujours il faut toujours penser avec le passé. Et donc ensuite on a la RFA et la RDA. Et pour ensuite la République fédérale. On peut voir que c'est un trajet plutôt intéressant. Hein. On pourrait faire ce trajet pour la France aussi. Ah ouais, mais après avec tous les régimes du 19e siècle, ça prendrait 3 heures. Bon. Donc on a bien vu l'Allemagne. Super. Hum, Campagne d'Italie. Napoléon III déclare son intention de libérer l'Italie des Alpes à l'Adriatique. Alors ça, c'est très intéressant. La campagne d'Italie, qu'est-ce que c'est? C'est la deuxième guerre d'indépendance italienne. Va s'affronter l'armée, celle de l'Empire d'Autriche. Donc encore les Autrichiens. Réunion de la Lombardie au royaume de Sardaigne pose la base de la constitution du royaume d'Italie. Oui, parce que donc voilà, avec une petite croix de qualité. Donc voilà, 43 millions d'habitants, hein, c'était pas mal du tout. Je crois que c'était même plus que la France à ce moment-là. La France c'était n'importe quoi. Enfin, ça a augmenté de 50 000 habitants par an. En Allemagne, ça a augmenté de 800 000. Voilà, plein de dates importantes. Avec les rois, voilà, Victor Emmanuel II, Humbert I, Victor Emmanuel III, voilà. Qui était roi aussi pendant Mussolini. Hein. Mussolini, dans les années 20 et 30, c'était pas le... Enfin oui, c'était le Duce, mais il y avait aussi un roi. Faut pas l'oublier. Non, c'était pas Hitler, quoi. Enfin, si, c'était un dictateur, mais il y avait aussi un roi en Italie. C'est une chose qu'on a peut-être tendance à oublier aujourd'hui. Donc voilà, oui, parce qu'en fait, Napoléon III, qu'est-ce qui se passe? Napoléon III, c'était un peu un humaniste qui voulait être dans l'unification et tout. Enfin, c'était un mec sympa, Napoléon III. Le problème, c'est il était un peu trop sympa et il était un peu naïf. C'est principalement son problème. Et du coup, Napoléon III, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé en fait, d'aider l'Italie pour l'unification. Parce qu'il faut savoir que Napoléon III s'est pris un attentat à un moment, un mec Orsini s'est arrivé, lui a lancé des bombes et tout, pour l'unification de l'Italie. Du coup, Napoléon III, ça l'a choqué, et hop, il a décidé de l'unifier. C'est peut-être pas la seule raison, mais ça a dû jouer aussi. Donc voilà, et on a eu la célèbre bataille que vous devez sûrement connaître, qui s'appelle la bataille de Solferino. Donc voilà, c'était une grosse bataille donc, entre la France, l'Italie et contre l'Autriche. Et ça a été plutôt horrible en fait dans le sens où elle a fait beaucoup de morts. C'était une boucherie. Et c'est cette bataille qui, contrairement à les gens, le taux de victimes de cette bataille est d'environ 12,5%, contre 20% à la bataille de Marengo, 25 à 30%. Ah bah c'est vrai que pour l'instant ça a l'air, pour vous vous rendez compte, ça c'est vrai, le nombre de morts. Wow. Donc Marengo, on a déjà parlé. Donc Marengo, c'est la première bataille de Napoléon, enfin juste après son coup d'État, donc là où il devient premier consul. C'était une bataille importante parce que si Napoléon perdait, c'était fini pour l'Empire, enfin c'était fini pour le consulat et on revenait avant. Mais heureusement pour lui, il a réussi à gagner, ce qui lui a donné une grosse légitimité. La bataille de la Moscova, donc ça c'est une bataille entre les Français et les Russes, mais c'est une victoire à la Pyrrhus comme on dit, donc ça veut dire une victoire mais où tu perds beaucoup, donc c'est pas une grosse victoire, enfin tu gagnes mais t'es pas heureux quoi.
La bataille d'Eylau, ok, bataille de Leipzig, donc ça c'est des batailles toutes nulles, et la bataille de Gettysburg. Donc la bataille de Gettysburg, c'est une bataille très importante de la guerre de sécession, donc entre George Meade et ce bon vieux Robert Lee. Voilà. Et parce que faut savoir qu'au début, c'était les États confédérés, géraient pas trop mal, hein, pendant de 61 jusqu'à 63. Voilà, principal tournant de la guerre. Bon, après, il est clair que au niveau du combat, c'était absolument sûr que les États confédérés allaient perdre, hein, parce que c'était des pays agricoles, ils étaient tout petits. Au long terme, c'était sûr qu'ils perdaient, mais au début, ils gagnaient, hein, ils géraient pas trop mal. Mais donc, la bataille de Gettysburg, c'est le tournant. C'est quand même horrible. 32% de morts. Ouais. Donc, en fait, la bataille de Solferino, elle a aussi eu pour effet de créer la Croix-Rouge, oui, parce que c'est après ça qu'il y a des types qui ont décidé de la créer. C'est quand même sympa, parce que la Croix-Rouge, c'est une association, voilà, qui soigne tout le monde, tout, qui ont été très, très efficaces pendant la Première Guerre mondiale. Hum, Voilà, fuet, des blessés, plein de morts, des articulations, tout ça, des tétanos, la fièvre, vous voyez, c'était horrible cette bataille, hein. C'était horrible. Les frères Goncourt eux-mêmes s'inclinent devant tant d'émotion et de réalisme. Les frères Goncourt, bon, on les connaît surtout pour le prix Goncourt. Très bien, très bien, très bien. Bon. On voit pas beaucoup de choses, mais enfin, on voit quelques sujets, mais au moins on les creuse. Donc ça, c'est. Enfin, les deux sont bien. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce que vous préférez. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Aujourd'hui, c'est la fête aux Jacques et aux Philippe. Donc ça me paraît être quand même plutôt intéressant parce que quand même Jacques et Philippe, c'est quand même deux noms qui sont plutôt connus, hein. Euh, Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc ça, c'est bien. Donc parce qu'il faut respecter les journalistes, hein, voilà. Enfin, certains, c'est des connards, mais pas d'amalgame, c'est pas tous des connards. Voilà, la liberté d'expression, on a le droit de dire ce qu'on veut, tant qu'on tant qu'on n'attaque pas non plus les autres, hein, évidemment. Faut pas déconner. Hein, mais ouais, faut être libre d'avoir son opinion. Et aussi, faut être libre de parler avec les autres, parce que c'est toujours bien de confronter son avis, de ne pas, enfin, de ne pas suivre que soi, quoi, de ne pas fréquenter que des gens qui sont du même avis que soi. Sinon, la vie, elle est nulle. T'arrives, tu dis, ouais, bonjour. Ah bah oui, je suis d'accord avec toi. Ah bah oui, moi aussi. Ah oui. C'est les gens là qui font des débats. Je sais pas, genre des gens, ils sont à droite, ils font tous des débats, ils sont tous à droite, ou pareil pour des gens à gauche. C'est quoi l'intérêt? Enfin, ça, c'est pas un débat. Un débat, c'est quand il y a des idées qui s'entrechoquent. Donc il faut toujours trouver des idées contraires aux nôtres pour les confronter. Hein, donc Philippe, comme Philippe de Macédoine. C'est pas le père d'Alexandre le Grand? Voilà, oui, exactement. Popularité du nom, bah, ça a été porté par des rois de France comme Philippe le Bel. Ça, c'est quand même pas mal. Et Jacques, évidemment. Doublé de Jacob, issu de l'hébreu. Très bien, un prénom, sobriquet. Jacques, voilà. Jacques-André et Jean-Jacques. Ça peut donner des prénoms composés. Même si Jacques et Philippe, aujourd'hui, ça fait un petit peu vieux. Mais bon, ça peut toujours revenir à la mode, on sait jamais. Bon, alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Oh là là. Alors, on a vu la chèvrefeuille des haies. N'en mangez surtout pas. Donc on a vu l'Allemagne, tout ça, toute l'unification, tout le bordel que ça a été, et on peut voir que ça a été compliqué, hein. Mais tous les pays du monde, hein, ça a été compliqué, pas que l'Allemagne. Voilà, retenez tous ces noms. Retenez donc François Ier, l'empereur d'Autriche multicasquette, le Saint-Empire, retenez la Confédération du Rhin, l'unification de l'Italie avec l'attentat d'Orsini contre Napoléon III, la bataille de Solferino qui a créé la Croix-Rouge, tout ça, la campagne d'Italie, la journée mondiale de la liberté de la presse, aussi respecter les idées des autres, les prénoms Philippe et Jacques, qui sont des prénoms de qualité. Si vous vous appelez Philippe et Jacques, je vous aime, et si vous vous appelez Jacques Philippe, alors là, vraiment, vous pétez tout. Donc, bah, on va dire que c'est fini, hein, c'était Zimbabwe, merci de m'avoir écouté, si vous avez aimé, vous lâchez des pouces bleus, hein, vous savez comment on fait. Bisous!